Le rêve a-t-il une échelle? Ou peut-il être spatio-temporellement infini? Le rêve et l'idéal sont synonymes. Ils n'ont qu'une existence intellectuelle dans l'imagination de celles et ceux qui les portent. Le rêve et l'idéal de paix, dans le respect des droits de chacun, ont été partagés par un grand nombre de leaders. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. De Rosa Parks à Martin Luther King, de Gandhi à Aung San Suu Kyi, tous ont tenté de les atteindre. C'est à partir de la haine de l'autre que sont nés ces besoins de paix et de respect, pour mieux vivre ensemble, à l'intérieur d'un pays, mais aussi au-delà des frontières. C'est après 2 guerres mondiales les plus sanglantes et la volonté d'en plus jamais ça, que se sont associés 6 États en 1957. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, la France et l'Italie. Cette association supranationale devient la Communauté économique européenne. Le rêve de paix devient réalisable par une communauté économique. Le but étant de mettre le plus de communs et le moins d'étrangers possible entre les pays membres pour favoriser la paix. Depuis, plusieurs traités ont tenté d'améliorer ce dispositif d'union, selon les rêves et idéaux des équipes politiques en place. Le traité de Maastricht, signé en 1992, le traité d'Amsterdam en 1997, le traité de Nice en 2001 et le traité de Lisbonne en 2007. Mais lors d'un référendum, la Constitution européenne a été rejetée par les citoyens. Le rêve européen des politiciens semble différent du rêve des citoyens. Alors, pour parvenir à partager ce rêve, à le rendre commun, une stratégie se met en place. Parvenir à une culture commune, une culture partagée, pour créer un sentiment d'appartenance à l'Europe. Sur le modèle des États-Unis, un État fédéral puissant, un des rêves d'une équipe de politiciens et politiciennes est de créer une similarité, tout en apportant une particularité. Qu'est-ce qui unit l'Amérique du Nord et qui est exemplaire à l'extérieur? Sa culture, le rêve américain. Ainsi l'Europe, sa culture, le vieux continent. Mais où en est le rêve culturel européen? Quelles idéologies sert-il? Pour les artistes, le rêve culturel européen consisterait à une diffusion plus simple de leurs œuvres. Dans un article du Monde, écrit par Clarisse Fabre, intitulé « Pour les artistes, l'Europe de la culture reste à se construire », elle écrit « L'Europe de la culture reste aussi à construire quand il s'agit de faire circuler les artistes. Ceux qui ont tenté de faire tourner un chapiteau, même à l'intérieur de l'Union européenne, ont pu mesurer la complexité bureaucratique, la fiscalité, les normes de sécurité ne sont pas les mêmes d'un État à l'autre et la libre circulation est encore un rêve. Quant aux artistes non européens, en particulier africains, ils doivent parfois renoncer à venir jouer dans un festival, faute d'avoir obtenu un visa. L'enjeu majeur des artistes est donc l'organisation de tournées à travers l'Europe. Dans sa politique contre l'immigration, il s'agit d'une Europe pour les Européens, un espace qui se veut de libre circulation, mais pas pour ceux qui ne sont pas nés hors de ses frontières. En ouvrant les bras à une Europe des Européens, la culture tourne le dos aux artistes d'ailleurs, par peur qu'ils ne restent sur le territoire. Les échanges se limitent donc. De plus, les artistes rencontrés pensent au final assez peu à des objets artistiques qui pourraient se définir comme européens. Ils pensent aux adaptations de leurs projets en fonction du pays de diffusion. Par exemple, Jaco van der Mel explique la différence de réception de son spectacle Kiss and Cry. Les Allemands rient beaucoup, les Français sont très silencieux. Et selon la culture et l'histoire des spectateurs, ils interprètent différemment certaines images. Mais encore une fois, il n'y a rien de particulièrement européen dans ce témoignage. Les œuvres sont traduites, surtitrage de spectacles ou traduction de bande dessinée par exemple. Les artistes rencontrés auraient pu naître dans n'importe quel des pays membres, ou en dehors des frontières de l'Union européenne, que leur objet artistique n'en aurait pas été profondément changé. Uniquement quand un thème d'un projet artistique touche plusieurs pays d'Europe, que la dimension européenne entre concrètement dans l'œuvre. C'est le cas du projet de musée ferroviaire de Schaerbeek,
l'histoire du train et l'imagination de son avenir. Les rails traversent les frontières depuis de nombreuses décennies, et la Belgique est comme un centre de gare international entre le Thalys et l'Eurostar, les trains pour la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Il y a de nombreuses histoires à raconter et d'autres à imaginer. La symbolique du train est tout aussi poétique que tragique. Certains pensent au transsibérien, d'autres au dernier voyage de millions de personnes considérées comme indésirables sous le Troisième Reich. La scénographie du dessinateur de bande dessinée François Schuiten fait rêver l'Europe à travers l'histoire ferroviaire et pousse à penser le futur de cette Europe qui divise tant aujourd'hui. Prendre le train chaque jour peut être une très grande contrainte. Sauf que le pouvoir de l'artiste est de nous donner à rêver une réalité qui n'est pas toujours rose. Et c'est par la culture que ce rêve, cette transformation de la réalité en quelque chose d'intellectuellement et sensiblement positif, est possible. Il ne reste plus qu'à pouvoir le partager ailleurs, dans une Europe qui facilite réellement, et pas qu'en rêve, la diffusion de l'art. D'après Roger Deheb, la coopération internationale sert surtout à avoir une visibilité intérieure et extérieure de sa structure culturelle. En tant qu'ancien directeur de l'Organisation internationale de la francophonie, dont la mission est de promouvoir la langue et la culture française dans de nombreux pays étrangers, il connaît ces enjeux. Il en est de même pour les alliances françaises. Dans ces cas précis, il n'y a pas vraiment d'enjeu de culture européenne, puisqu'il s'agit de la promotion d'une culture dite particulière, la culture française, sa langue et ses valeurs des droits des humains. Il s'agit de valoriser sa propre culture, ou son amour pour une culture ailleurs. Il y a un partage, certes, mais qui ne semble pas si réciproque. Concernant les autres institutions, comme les musées traditionnels, il ne semble pas qu'elles rêvent à une Europe culturelle en particulier. Par exemple, au musée de la BD de Bruxelles, il y a un effort de traduction, mais pour un public international qui comprend aussi bien l'Europe que l'Asie. Il peut y avoir une mise en valeur d'artistes européens, mais cela voudrait dire mettre en valeur d'abord leur nationalité que leur objet artistique, et cela manquerait, artistiquement, de sens. Mais, ce qui fonctionne bien en Europe, ce sont les réseaux. Que ça soit l'IETM, ou le NIC, ou bien d'autres encore, cela correspond mieux aux échanges sensés de la culture en Europe. Sur une même problématique, des acteurs culturels se rencontrent et partagent leurs bonnes pratiques, et peuvent créer, ensemble, des projets communs. Cependant, des réseaux internationaux sont créés et fonctionnent aussi bien sans entité intergouvernementale. Il n'y a donc que quand il y a un parcours propre à l'Europe, comme les musées sur la Shoah par exemple, que les institutions culturelles ont un véritable sens européen. Les institutions ne semblent donc pas se rêver européennes, mais simplement rêver leur thème et le partager le plus et le mieux possible. Chaque État a développé sa propre politique culturelle. Dans certains pays, un ministère de la culture est très mal vu, comme ça a été le cas en Italie. En effet, la promotion de la culture a été développée sous le fascisme, au service du nationalisme. La tentative de recréer un ministère de la culture plusieurs années après a donc causé beaucoup de méfiance à la population. La culture, n'ayant jamais été une priorité nulle part, a toujours dû justifier sa présence et sa légitimité. Seul le poids économique de ces activités a réussi à convaincre les différents gouvernements. Et avant cela, la culture était un moyen pour permettre un sentiment national, ou comme l'écrit Jean-Michel Jean en 1996 dans son livre La politique culturelle, la culture sert l'émergence d'une identité nationale, laïque et républicaine en France. Pendant que la France inclut la politique culturelle en politique publique, le Royaume-Uni se positionne à l'inverse, pour une culture qui doit être d'ordre d'initiative privée. La culture, dans les différentes institutions des pays d'Europe, est associée tantôt au tourisme, tantôt à l'éducation, tantôt à la communication, ou encore au social, ou encore au sport. Créer une politique commune européenne est donc assez compliqué, car les pays membres n'entendent pas la culture de la même façon, et surtout ne l'administrent pas de la même manière. Alors, la Commission européenne se propose, en tant que soutien à la culture,
car la compétence relève de celle de chaque État, de proposer une vision plus globale de ce qui serait pertinent en matière de projets culturels. Elle propose des appels à projets grâce au programme Europe Créative pour que le rêve de politique culturelle européenne devienne une réalité sur le terrain. Le rêve culturel européen est donc toujours au stade du rêve, de l'idéal, de l'imaginaire. Il n'est pas encore réalisé, pour ceux qui espèrent, et n'est même pas pensé pour ceux qui ne croient plus en l'Europe. Les artistes demandent une réelle aide à la diffusion en simplifiant les démarches au sein de l'Union. Beaucoup d'institutions n'ont pas de thématique qui concerne l'Europe et n'entendent pas, dans les projets de coopération européenne, avoir un rôle à jouer. Les réseaux n'ont pas besoin d'une structure intergouvernementale pour exister. Et les politiciens continuent de rêver cette Europe et ont créé une nouvelle stratégie qui se poursuivra jusqu'en 2020, où la culture a une place d'importance. La culture est une stratégie en soi qui a permis de rêver l'Europe et qui peut permettre de la faire rêver, pour aller, pourquoi pas, jusqu'à une Europe fédérale plutôt qu'à une Europe des nations. Mais, suite aux élections européennes, le constat est bien triste, et le rêve se brise petit à petit avec la montée de nationalisme qui refusent cette union qui va à l'encontre de leurs idéaux de fermeture et de non-partage. Le rêve se fissure, mais n'est pas encore complètement cassé. L'art peut toujours servir de réponse, et la culture montrer que ce rêve n'est pas impossible. À vous, chers disparus, ce soir aussi vous aviez vu ce vieux pays des lumières choir est tombé sur le cul, comme une tête couronnée sous les colibés crus. Quand le ciel tombe sur la tête, on est toujours pieds nus. À ceux-là qui n'ont rien vu au travers le cyclone, aux esprits beaux 100 fois vaincus de siècles avant les drones, je vous souhaite un masque de fer et de bons casques audio, pour que de cette indignité vous n'ayez